Bonjour et bienvenue à cette émission de Vivre Ensemble. Jean-Marie ici. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir à cette émission euh, la relève de la communauté et puis la relève de la communauté. On parle de la jeunesse. C'est important d'impliquer toutes les dynamiques autour, non seulement professionnellement, générationnel et tout, de passer par tous les univers. Et aujourd'hui, nous rentrons dans l'univers de la jeunesse et on va donner l'honneur à M. Eline Dalla, donc doctorant et chercheur affilié à l'Université d'Ottawa, que nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à Vivre Ensemble. Comment ça va? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Merci d'accepter d'être là. Génération 1.2. 1.5. 1.5, voilà. Il y en a 2.2, 3, Ça change 4, beaucoup. 5. Hein? Maintenant, c'est 1.5. Ouais. Voilà. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Ça va extrêmement bien. Quand nous regardons le leadership que vous assumez, la nouvelle génération, la relève, nous sommes fiers de vous, il faut le dire déjà d'entrée de jeu. Mais ce n'est pas un territoire aussi facile. Pas du tout. Je pense que ça vient avec beaucoup de questions. Oui. En étant cette jeunesse-là, on se rend compte à quel point les temps ont changé. Oui. Et souvent, c'est avec l'information qui coule, qui circule très rapidement. On est bombardé aujourd'hui. Voilà, et on se cherche, on cherche à avoir l'accès à l'information. Est-ce que c'est valide? Est-ce que ça nous représente personnellement? Oui. Et ça, je pense, ça prend beaucoup d'introspection. Oui. Comment vous faites? Votre génération aujourd'hui bat à quel rythme? Parce que moi, ma génération, nous sommes en train de prendre la... Est-ce qu'il y a la porte ou la fenêtre? Peut-être les failles qui restent en sort là. On est en train de sortir, nous. C'est vous qui prenez la relève? Pas encore. Mais c'est ça, le travail de communauté. Je pense que pour la jeunesse, moi-même qui me considère en tant que jeune, c'est de voir à quel point les enjeux sociaux nous atteignent avec la proximité de l'information et se demander quelle est notre place et quel est le monde en fait qui nous est laissé. Et se rendre compte qu'il faut aussi aller chercher l'information. Moi, ce que je me rends compte, c'est que la jeunesse, des fois, n'a pas toujours les acquis. Par exemple, chez qui aller parler, chez qui aller prendre contact, le mentorat. Et ça prend un travail personnel pour aller chercher ça. Aussi, ouais. Mais autour de vous, quels sont les enjeux qui vous passionnent, les choses sur lesquelles, avec le bombardement qu'on a, la sollicitation des médias sociaux, est-ce qu'il y a des enjeux qui reviennent comme le plus souvent au niveau quand vous êtes entre vous autres? Absolument. Je pense que l'enjeu principal, c'est identitaire. Ouais. Moi, par exemple, ce qui m'a intéressé avec la vague d'immigration, comme on a commencé avec les générations, c'est de voir à quel point nous sommes uniques dans notre unicité, mais que nous comportons quand même cette communauté-là. Et c'est de savoir comment concilier les deux. Moi, je me suis rendu compte que mon propre parcours en tant qu'immigrant 1.5, donc arrivé très jeune au Canada, j'avais beaucoup de questions sur ce que ça représentait être congolais, être noir, comprendre la culture de ma communauté d'accueil, être franco-ontarien. Franco-manitobain. Voilà. Francophone canadien. Exactement. Et de voir qu'il y a cette jeunesse-là qui intègre de plus en plus la société, qui la rend colorée. Mais ces couleurs, on n'arrive pas toujours à mettre le doigt dessus. Donc, on s'est dit, la couleur nous échappe, c'est comme arc-en-ciel. C'est presque toutes les couleurs, mais... Voilà. Difficilement. Voilà. Donc, comment on fait pour se retrouver? Et moi, je vois les différences. Par exemple, j'ai un frère qui a 10 ans de moins que moi, qui, lui, est né au Canada. Et si on l'amenait aujourd'hui... Il a un 2.0. 2.0. Si on l'amenait aujourd'hui dans mon pays, ça serait totalement différent parce qu'il y a cette sensibilité-là qui n'est pas comprise. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce dialogue-là. Comment parler, comment arriver à se comprendre et comment vivre notre identité ensemble, malgré son unicité. Et donc, c'est déjà le vivre ensemble au sein de la famille. En plus, au sein de notre individualité, que M. Dalla, que j'ai en face de moi, en plus, au sein de sa famille et ainsi de suite, sa communauté, ça doit être complexe. Absolument. Absolument. Combien de chapeaux on porte? C'est infini. C'est infini, surtout en tant qu'éducateur, on se rend compte que les besoins sont criants de développer un sentiment d'appartenance, n'est-ce pas? Donc, dans cette variété d'humanité qu'on a, comment on fait pour se rejoindre? Et moi, je pense que ça commence avec un travail intérieur qui est difficile à faire. Et moi, c'est en faisant ce travail-là, en me disant, mais
moi, je suis arrivé en contexte francophone. Je pensais que j'allais m'intégrer en prenant l'accent. Oui. Donc, très rapidement, je cachais même les habits, les vêtements traditionnels de chez moi pour Oui. m'intégrer. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un vide. Et c'est en évoluant dans le contexte éducationnel que j'ai voulu aussi comprendre les autres qui me ressemblaient, comment ils Oui. cheminaient. Et c'est là qu'on voit ces subtilités-là Oui. qui ne sont pas toujours explicites. Les codes, hein, Les non-dits. les non-dits, les Voilà. codes qui sont là, les codes du langage, les codes de l'accent, les codes de ci, ça. Voilà. Mais Voilà. on n'entrepasse ça comment? Et parce qu'en même temps, il faut essayer de se positionner. Nous sommes dans une société de positionnement où, si on utilise parfois certains codes qui ne sont pas les codes du groupe majoritaire, on sort du vivre ensemble. Absolument. Moi, je pense que ça commence par le dialogue. Oui. Ça commence par l'honnêteté de poser ces questions. Et comme tu sais, avec les dernières années, les enjeux, par exemple, autour du racisme, le mouvement Black Lives Matter qui est venu aussi nous toucher ici en sol canadien, j'ai l'impression a ouvert la porte à ces conversations. Les effets de George Floyd. Évidemment, a ouvert la porte à ces conversations-là. Et je pense que c'est important de le dire, mais moi, ce sont après ces années-là que, pour la première fois, je me suis posé comme question, mais moi, en tant que personne noire, quelle est ma place ici? Oui. Et je n'avais jamais eu ce questionnement-là avant. Et de plus en plus que tu te poses cette question, la réflexion te pousse à quoi? Qu'est-ce que tu veux partager avec nous? Je pense que moi, cette réflexion-là, c'est de me dire que il y a de la place pour tout le monde, mais pour que cette place ait lieu, il faut accepter d'être vulnérable. Oui. Je donne un exemple. J'ai toujours cru que c'était mon fléau qui passait avant. Donc, qui je suis, comment je m'intègre, à quoi ressemble mon identité. Donc, si je mange la poutine, je vais être considéré comme un vrai Québécois de souche. Et c'est en voyageant un peu, par exemple, en Acadie, où j'ai terminé mes études. Une belle province. Magnifique. Je salue tous mes Acadiens et Acadiennes. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y a une plus grande diversité même que celle à laquelle je m'y attendais. Mais ça prend que moi aussi, je puisse faire un pas d'ouverture. Donc, quand j'arrive là-bas, avec mon accent québécois, je me rends compte que, oh, mais c'est un peu différent. Qu'eux aussi, il y a toute une histoire derrière, il y a tout un cachet. Et il faut être ouvert à ça. Il faut composer avec le passé et l'histoire des autres pour créer une nouvelle histoire commune. Absolument. Et la jeunesse a beaucoup de responsabilités. C'est un lourd fardeau de faire porter à la nouvelle génération. L'ancienne génération, on se serait attendu que l'ancienne génération a résolu toutes les équations pour que la nouvelle génération continue. Mais le film ne se joue pas comme ça, quoi. Évidemment non, parce que les facteurs sociaux et puis culturels continuent d'évoluer. Je ne sais pas si, par exemple, l'aspect digital, l'aspect rapide avec lequel l'information se déploie. Moi-même qui me considère jeune, si je regarde ceux qui sont plus jeunes que moi et leur maîtrise des nouvelles plateformes comme TikTok, comment l'information se propage, c'est là où tout se passe. Moi aussi, je me sens un peu mise à l'écart. Donc, c'est cette proximité-là qu'on a besoin de conserver, en fait. Et donc, ta génération a ces défis-là, malgré le fait que l'information est disponible, l'information est accessible, mais encore, comment l'analyser, comment la digérer et comment l'utiliser pour être soi-même d'abord et puis contribuer à la société en fonction des rêves qu'on a. Absolument. Moi, je pense que ça commence par deux éléments. C'est ce que je note dans mon environnement. De un, et je pense qu'on le touche, c'est le dialogue. Parce que ce sont des enjeux qui nous touchent tous, même en tant que jeunes, mais on n'arrive pas toujours à investir dans cette discussion, investir dans ces débats-là. Soit parce qu'on se dit que c'est dépassé, soit on se dit parce que nos intérêts personnels ne viennent pas dans ces enjeux-là. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes quand je leur demande est-ce que ces questions-là les intéressent. Ils vont me dire oui, j'ai eu un incident, par exemple, avec la police, j'ai eu un incident de discrimination. Mais lorsqu'il est question d'aller plus loin ou de trouver des solutions, on se dit ben ça n'arrivera pas. Ou c'est pas à moi de prendre ces décisions-là. Non, je voulais juste le mentionner, mais c'est ça. À pas aller plus loin. Donc, comment on s'intéresse à ce dialogue-là? En même temps que je suis animateur, je suis parent, je suis membre de cette communauté. Le rôle des parents dans tout ça, comment on peut mieux vous accompagner? Ça, c'est une excellente question.
Je pense que les parents ont à s'intéresser davantage à cette réalité-là, surtout lorsque la culture évolue, la culture est différente. Par exemple, il y a des parents qui vont, pour eux, se concentrer sur la réussite, ils Oui, vont se concentrer sur les résultats scolaires, oui, sans nécessairement avoir le point sur le développement personnel, mm, ou par exemple avoir une attitude beaucoup plus traditionnelle avec ce qu'ils ont vécu, avec ce qu'ils ont grandi. Je mhm, pense aux parents qui sont issus de l'immigration, venir ici dans des circonstances différentes, dans une oui, nouvelle réalité, on ne se rend pas nécessairement compte des différences culturelles oui, qui peuvent affecter le cheminement. mm. Donc moi, je pense que c'est ça aussi, Comment, d'être sensible. comment on peut vous accompagner mieux? Qu'est-ce dans la sensibilité, être sensible, comme je me dis, est-ce que notre langage qu'on a, être plus proche de vous, c'est certainement, mais le langage que nous avons, est-ce que nous parlons le même langage? Tu as l'impression que les parents et vous, votre génération, nous parlons le même langage? C'est une excellente question. Je pense que le langage n'est pas nécessairement le problème, mais c'est la transmission. Oui. Je pense qu'il y a certains jeunes, et ça c'était mon deuxième point, de savoir d'où on vient. Mm. Si les parents arrivent à asseoir cette balise-là, Oui. parce que les parents, culturellement, on vient avec des valeurs, on vient avec des bagages, on vient avec une fierté, Oui. et ça fait que les jeunes savent déjà, connaissent leur histoire, Mm. connaissent leurs droits, sont en confiance avec d'où ils viennent, Oui. et ça crée une proximité qui est beaucoup plus palpable. Donc, c'est facile pour moi, en tant que jeune, de venir vers mes parents et dire, voilà, voilà ce que je vis, Mhm. voilà ce que tu m'as appris, comment je connecte les deux bouts. Mais parfois, il n'y a pas toujours cette confiance-là Oui. que, voilà, papa vient de tel, maman vient de tel, Oui. voici ce qu'ils ont. Est-ce que c'est dépassé pour moi? Ou Oui. est-ce que je suis à l'aise avec ça? Moi, Oui. c'était ça. J'avais honte d'amener même Oui. mes plats traditionnels à l'école. Oui. Parce que je me disais, ah, c'est dépassé. Mm. Alors que si je connaissais l'histoire, si je savais que c'était ma grand-mère qui préparait ça Oui. avec fierté, mais là, je sais que ça fait partie de Ouais, tu moi. t'appropries cette histoire Voilà, pour faire de ça une partie de toi et ton héritage, ton voilà, legs. voilà. Ouais. C'est important. Beaucoup d'enjeux, ça. Ah, ben absolument, absolument. Mais je pense que c'est important d'ouvrir la voie à ces conversations-là comme on le fait. Ouais. Et comme tu sais, Jean-Marie, on a eu l'occasion de collaborer ensemble sur des espaces de dialogue. Et moi, c'est ça qui m'a plu Ouais. parce que j'ai pu non seulement me dévoiler en tant que jeune, de parler pour ceux que je voyais qui disaient, mais moi, j'ai pas de voix, j'ai Ouais. plusieurs questions, je suis né au Canada, je suis d'origine telle, telle, et on dirait qu'on me voit pas. Ouais. Et dans ces espaces-là, il y avait des personnes d'autrui, par exemple, Ouais. l'autre qui n'avait aucune idée de ma culture, Ouais. des personnes âgées, des personnes qui n'étaient pas sorties de leur coin de pays Et et qui faisaient place à ces discussions-là. en tout cas, Donc, on revient pour la deuxième partie de l'émission. Ne quittez pas. À tout de suite. De retour après la pause, toujours à vivre ensemble. Je suis avec Elie Dalla, doctorant, chercheur affilié à l'Université d'Ottawa. Elie, pendant la pause, on parlait du phénomène de vivre ensemble, ton implication dans plusieurs activités de la communauté et la relève aussi de la communauté. Parfois, on se pose toujours la question de savoir où elle est, la relève, comme si c'était une image qu'on a cotée quelque part, mais non, la relève, elle est humaine. Et vous représentez la relève. C'est vrai que ce n'est pas un fardeau qu'on vous demande de porter, mais c'est un rôle qui arrive avec des responsabilités. Et, et je suis content que tu aies accepté de venir à l'émission parce que je t'ai vu à l'œuvre et je voulais que tu sois comme un modèle de ceux qui posent la question tout le temps de dire ah, elle est où la relève, il n'y en a pas, il y en manque, elle est là. ouais, Il faut leur donner la place. ouais. Et nous, notre génération, doit accepter que c'est votre tour de prendre la place, de parler. Et de ça. Mais certaines personnes pensent que le vivre ensemble, c'est euh, chacun a sa définition, mais pour toi, le vivre ensemble, tu l'as décrit un peu, qu'est-ce que ça signifie? Ouais, pour moi, le vivre ensemble, c'est simplement euh, de, de faire preuve d'humilité dans l'espace qu'on partage. Ouais. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je me rends compte
qu'on a tous des bagages qui sont différents et c'est de prendre en compte que c'est important de créer cet espace-là où on peut faire de la place à l'autre tout en se sentant vulnérable et humble lorsqu'on partage ce qu'on a à présenter. Et pour moi, c'est à ça que ça ressemble. Dans mon parcours, j'ai toujours eu l'impression que je devais faire comme les autres pour avoir ma place, jusqu'à ce que je décide, après mes études, de répondre à mes questions par la recherche. Et c'est à travers la recherche que j'ai pu vraiment ouvrir ces espaces de dialogue où c'était donnant-donnant. Donc, moi, j'ai quelque chose à apporter et l'autre personne aussi a quelque chose à m'apporter. Et donc, dans les recherches actuelles que vous avez, par exemple, menées, quel type de recherche que vous avez mené et quels ont été les intervenants autour de la recherche? Je sais que vous avez été affilié nous avons travaillé énormément autour du GACRAN, qui a été un projet. Donc, vous avez organisé beaucoup d'ateliers. Et les résultats de ces ateliers-là, les gens disaient quoi? Oui, absolument. Donc, avec Gacran, comme tu sais, c'est arrivé un moment très crucial où, lorsqu'il y avait beaucoup de questionnements autour de l'antiracisme et des besoins, surtout en francophonie, c'est là où que les portes se sont ouvertes. On a eu beaucoup de demandes d'ateliers antiracistes, de trucs, de façons de dialoguer, surtout dans des environnements de travail où c'est sensible. Et on a vu ce besoin être comblé par ce qu'on avait à apporter. Mais je pense que une des conclusions de cela, c'est que il y a encore des tensions sur les incompris. Donc, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que lorsqu'il y a beaucoup trop de performatifs dans des actions comme ça, on n'arrive pas à développer ce vivre ensemble. Donc, il faut prendre le temps, la patience d'aborder les sujets, même si peut-être dans une rencontre, ça ne marche pas. Exactement. Ne pas hésiter à revenir sur qu'est-ce qui ne marche pas et de prendre le temps que ça prend pour avancer. Donc, ne pas se presser et considérer les susceptibilités des personnages autour de la table. Absolument. Et comprendre que c'est difficile. Lorsqu'on fait le choix d'agir différemment, on n'aura pas l'approbation de tous. Il y a certaines de nos vulnérabilités qui ne seront pas comprises, mais il faut continuer à pousser ces discussions-là. Et je me souviens même dans les échanges qu'on avait, ça ne se terminait pas toujours en joie et en fête, mais lorsqu'on revenait pour les rencontres d'après, il y avait un changement personnel. Et c'est un peu ça qu'on vise. Et ça évolue, c'est en train de donner le fruit expecté, le résultat dont on attendait de toutes ces mobilisations? En fait, ces mobilisations ont aidé à montrer qu'il y a moyen de faire autrement, il y a moyen de rassembler les gens à travers une cause qui nous touche tous. Et maintenant, avec les accomplissements, c'est de voir comment on continue. Parce qu'on a l'impression que l'antiracisme, c'est quelque chose qui aboutit rapidement à un résultat. Or, c'est tous les jours. C'est un fléau qui continue lorsqu'on parle de combat. C'est ça, il faut l'intégrer non seulement au cursus académique, il faut l'intégrer au personnel, aux ressources humaines, il faut l'appliquer au regard vis-à-vis des signes, avoir comme on dit aujourd'hui, un rapport inclusif. Et il faut continuer à mobiliser les ressources pour pouvoir continuer, que ce soit les ressources financières, les ressources humaines, personnelles, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui fatigue et c'est aussi quelque chose qui ne paye pas. Donc, beaucoup de gens qui contribuaient, par exemple, à GACRAN, avaient d'autres occupations. On travaillait avec des étudiants. S'ils se fatiguent ou s'ils voient que la cohésion n'avance pas, c'est difficile et c'est ce qui fait partie du combat qu'on apprend en tant que jeune. Parce que ceux qui sont venus avant nous, qui ont fait ce combat, on a vu les résultats, mais nous-mêmes, on se rend compte que ça nous coûte quelque chose. Exactement. Et puis, donc, une façon aussi d'interpeller ceux qui sont responsables, gestionnaires de ces institutions, de se rendre compte que ce n'est pas l'étudiant à beau qui appartient à une communauté LGBTQ, la communauté noire, etc. Il est là, en fait, pour avoir son parchemin d'abord, en plus de vivre les expériences universitaires. Mais l'institution doit mettre dans son sein les mécanismes pour travailler les enjeux dont l'étudiant ou la personne qui vit ces contextes-là pour que ça devienne une culture, comme on dit, une culture d'inclusivité dans ce processus. Voilà, absolument. Et c'est un peu à quoi touchait ma recherche. Lorsque j'ai commencé, je me posais les questions d'abord sur les personnes d'origine immigrante, surtout racisées, comment elles arrivaient à s'intégrer dans leur milieu professionnel.
Et ce qu'on montrait, c'était que parfois elles avaient à changer leur manière d'être, leur manière de parler, le nom, leur manière de s'habiller, et ça a augmenté leurs chances. Et c'est ce qui m'a mené maintenant à m'intéresser plus particulièrement à mon milieu, parce qu'avant, c'était profession mélangée, mais maintenant en éducation. Et évidemment, on sait qu'il y a eu des manques de représentation au niveau du personnel enseignant, alors que la population aussi est extrêmement diversifiée. Mais la question maintenant, c'est comment on s'attaque aux problèmes identitaires qui commencent à la source. Donc, comment on donne la voix. Et j'ai mis l'exemple des étudiants. Par exemple, je pense à un étudiant qui vient, qui chemine, que lui, son premier objectif, c'est d'avoir le papier. Exactement. C'est facile d'instrumentaliser, tu vois la différence. Donc, comment on fait pour ne pas juste parler, mettre des politiques, scander l'inclusion, sans oublier les voix qui sont là, qui cheminent et qui n'ont rien à gagner. Et en plus, parce que si moi, je suis étudiant, tu as beau me dire, moi, je veux avoir mon parchemin, ben, je vais suivre les enseignements de mon professeur titulaire, etc. Et donc, mais est-ce que c'est pour autant que je vais changer la culture de ce qui a été mis avant moi dans une institution comme une université, une entreprise? Je ne pense pas. Mais il faut les utiliser en fait pour que le travail continue. Donc, il faut avoir un plan de match institutionnel pour lutter contre ces enjeux-là. Exactement. Et c'est un travail continu, comme tu l'as mentionné, qui cherche à gruger peu à peu la structure historique qui est oppressive, qui change. Et moi, j'aime beaucoup le proverbe de Terence, un esclave afro-romain, qui disait « Je suis humain, donc tout ce qui est humanité ne m'est pas étranger. » Et pour moi, c'est ça. Donc, il y a toujours un moyen pour nous de se rejoindre, même dans nos différences, et c'est de voir comment on peut y arriver de façon authentique, sans politique, sans agenda. C'est pas évident. Et c'est pas évident. Et vivre ensemble, c'est l'héritage que l'on transmet à l'autre. Vivre ensemble, c'est aussi le projet que l'on construit avec l'autre. Quelles sont les limites, selon toi, du vivre ensemble, s'il y en a? Moi, je pense qu'une vision utopique du vivre ensemble est sans limite, parce que ça prend vraiment un laisser-aller personnel. Mais dans le monde dans lequel on vit, dans une société capitaliste, pour moi, une des limites, c'est de mettre ses enjeux personnels avant ceux de notre communauté. Et souvent, c'est ce qu'on voit. C'est pour ça que c'est un combat qui n'est pas facile. Par exemple, on peut penser aux personnes qui font ce combat, qui arrivent à une certaine position parce qu'on les prend comme étendards et vont finalement mettre les vrais enjeux de côté. Par exemple, pour un salaire, pour la notoriété, pour la popularité. Et le reste de la communauté va s'en voir un peu déstabilisé. Et c'est facile de prendre ce chemin-là parce que finalement, on a tous des objectifs. On a tous des espoirs, on a tous des enjeux. Et pour moi, c'est une petite ligne fine qu'il faut faire attention lorsqu'on vise ce vivre ensemble-là. Les moyens qui favorisent, selon toi, le vivre ensemble seraient? Pour le favoriser, pour moi, c'est plus de dialogue authentique avec différentes personnes. Moi, je suis vraiment contre l'idée les Congolais ensemble, les Camerounais ensemble, les tels autres races ensemble. Franco-ontariens. Voilà, Franco-ontariens ensemble. Les Québécois ensemble. Il faut ce mélange pour apprendre vraiment à se connaître parce que le vivre ensemble, il est partagé. On le vit tous les jours. Juste hier, lorsque je prenais un café, je regardais simplement les gens passer et j'étais surpris à quel point on n'est pas à Toronto, mais la diversité est visible, on la voit. Et c'est quelque chose auquel il faut prendre conscience et s'ouvrir à notre monde qui est si direct devant nous. En terminant, parce que toute chose à y faire, j'aimerais ça être capable de t'écouter toute la journée, mais une image, un objet, une chanson qui, selon toi, symboliserait le vivre ensemble serait quoi? J'ai pensé à ça. Moi, je suis un artiste dans l'âme. Et pour moi, c'est la chanson We Are the World, We Are the World, qui était composée par Michael Jackson, Lionel Richie. Simplement parce que ça unit artistiquement l'instant d'une minute le monde entier. C'était transcontinental. Et pour moi, ça prouve que il est possible de manier les plus grandes ressources qu'on a pour montrer qu'il y a cette ouverture-là. Et cette solidarité, la chaîne de solidarité, surtout par rapport à la campagne
de sécheresse que vivait le pays de Haïlé Sélassié, l'Éthiopie. Oui. Alors, une image? Une image pour moi, c'est... j'aime beaucoup l'image, on connaît de ce que l'inclusion représente. Et puis, on voit souvent deux personnages et puis il y a une clôture. Ouais. Et puis, on voit qu'il y a une personne qui est en bas de la clôture qui ne peut pas voir alors que l'autre qui est grande peut y arriver. Et c'est de voir quelques boîtes qui permettent à la personne d'arriver à la même visibilité, à monter. Et pour moi, c'est ça. On veut tous arriver à la même vision, on veut tous bénéficier des mêmes choses, mais il faut voir quelles sont les dynamiques d'oppression qui nous empêchent d'y arriver. Ouais. Et pour moi, c'est mon objectif, pour les autres et pour moi-même. Un homme, une femme, symbolisant le vivre ensemble, ou les deux? Wow! Dernièrement, je lis beaucoup sur Martin Luther King. Oui. Donc, ce n'est pas l'unique figure, mais c'est celle qui me vient en tête. Ouais. Simplement parce que j'adore la façon dont la communication et le dialogue qui ne mènent pas à la violence permet de captiver. C'est peut-être l'artiste en moi aussi, mais juste avec un micro, avec l'intonation, avec la passion du regard, on arrive à faire ressentir aux autres ce qui brûle à l'intérieur de nous. Et ça transcende la religion, la couleur, l'âge. Et ça nous rejoint dans cette humanité. Wow. En tout cas, je suis content de t'avoir reçu à l'émission Elindala, doctorant et chercheur affilié à l'Université d'Ottawa. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Et j'espère que vous avez aimé cette émission qui est la note finale, c'est l'espoir. Merci, au revoir.